Les Anneaux de Pouvoir versus House of the Dragon, voilà une comparaison pas forcément très pertinente que beaucoup de monde s'est senti obligé de faire pendant toute la diffusion des deux séries. Alors bien sûr je comprends ce réflexe, surtout que les deux séries s'inscrivent dans le genre de la fantasy, mais avec cette vidéo, même si j'exprimerai aussi mon avis et quelques préférences, je vais surtout m'efforcer de parler du processus d'adaptation du livre à l'écran, avec une démarche et des enjeux très différents entre ces deux œuvres. Pour parler d'adaptation, encore faut-il avoir lu les livres ou les avoir écoutés, ou même les deux. Et justement, le sponsor de cette vidéo est une application Nextory qui vous permettra de lire des e-books à volonté, écouter des livres audio et de retrouver ou découvrir des BD en illimité, aussi bien des comics que de la superbe BD européenne, et même de parcourir des titres de presse. En passant par le lien que je vous affiche à l'écran et que vous retrouverez en description, vous bénéficierez de 45 jours d'essai gratuit pour tester l'abonnement Nextory qui vous donnera accès au premier volume de Feu et Sang par exemple, dont la série House of the Dragon est en partie l'adaptation. Si j'étais vous, je me lancerais aussi dans Dune, l'immense classique de Frank Herbert, ou encore dans Le problème à trois corps de la SF actuelle, très ambitieuse également. Entre des classiques de la littérature, des best-sellers récents, des comics type Moon Knight ou She-Hulk, voire des BD comme Linkal, Torgal, ou des œuvres plus actuelles, vous aurez l'embarras du choix. Nextory est la seule application qui propose cette offre très complémentaire entre texte, images et audio, ce qui pourra intéresser tout type de lectrices et lecteurs, voire des membres de votre famille ou entourage. N'oubliez pas le lien en description de la vidéo pour vous inscrire et bénéficier des 45 jours d'essai gratuit. Adapter une œuvre très connue et appréciée de nombreux fans, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Voici une quasi-lapalissade qui devrait faire l'unanimité, même si on aura toujours de sympathiques consultants en herbe pour nous expliquer que c'est pourtant facile, il suffit de mettre en image ce qu'il y a décrit sur les pages, vous voyez. Commençons par House of the Dragon, la série est l'adaptation de Feu et Sang, un livre en 1 ou 2 volumes en fonction des éditions. Plus précisément, c'est l'adaptation d'une partie de l'histoire de la famille Targaryen couverte par Feu et Sang, celle qu'on appelle la Danse des Dragons. Contrairement à Game of Thrones, House of the Dragon peut donc s'appuyer sur un récit complet dont la fin est déjà établie depuis quelques années. En effet, si l'auteur J.R.R. Martin espérait terminer sa principale saga, A Song of Ice and Fire, avant que Game of Thrones ne s'achève, il était bien loin du compte et les 2 saisons de plus qu'il aurait préférées pour la série, sans doute à raison, n'auraient rien changé au fait que sa version écrite n'aurait toujours pas été finie avant la série. Au passage, on a appris récemment qu'il estime avoir terminé 75% du prochain volume Winds of Winter. Je suis plutôt confiant sur la sortie de ce livre, reste à voir pour le dernier tome en revanche, souhaitons longue vie à l'auteur. On pourrait tomber dans le piège consistant à penser que le plus grand défi d'adaptation de House of the Dragon consistait à se différencier suffisamment de Game of Thrones tout en convainquant son public. À n'en pas douter, c'est quelque chose que la série devait absolument réussir, mais en termes d'adaptation, tous les ingrédients étaient déjà dans le livre. On se situe toujours à Westeros, mais l'intrigue concerne un peu moins de personnages sur une zone géographique moins étendue et sans la menace directe des marcheurs blancs. La plus grande difficulté d'adaptation à relever pour House of the Dragon résidait dans l'écriture des personnages et la capacité à leur donner l'épaisseur humaine qu'une fausse chronique historique ne pouvait prétendre à développer. Feu et Sang est un livre plutôt épais, mais il va couvrir en énormément moins de pages une période nettement plus longue que celle relatée dans une chanson de glace et de feu. On a très peu de dialogue, mais plutôt des faits relatés par d'autres, sans pouvoir entrer dans les pensées des principaux acteurs de ces événements pseudo-historiques. Le travail des dialoguistes et interprètes était donc essentiel, d'autant plus que House of the Dragon ne peut pas compter sur des archétypes héroïques classiques. En effet, pas d'équivalent de Jon Snow ou d'Arya Stark ici, mais uniquement des personnages dans ces nuances de gris si chères à l'auteur, comme pour mieux souligner qu'on se situe bien ici à l'opposé du spectre de la fantasy par rapport à la Terre du Milieu, ou pas loin. Et oui, je précise quand même que j'ai conscience qu'on a une part de gris, d'ombre dans la personnalité d'Arya Stark, mais vous avez compris mon propos. De mon point de vue, House of the Dragon a obtenu une brillante réussite dans sa caractérisation et dans sa façon de rendre presque aimables des personnages qui ne le sont pas, tout en poussant le curseur pour identifier des méchants encore pires que le reste
de cette belle brochette de personnalités complexes et souvent déviantes. Un autre aspect délicat en termes d'écriture et même d'interprète concerne la gestion de la temporalité et des ellipses. Et c'est même ce qui avait le plus inquiété certains responsables de chez HBO pour cette première saison de la série, et notamment cette idée extrêmement délicate, voire casse-gueule, de changer d'actrice en mi-saison pour les deux personnages principaux, Rhaenyra et Alicent. De ce point de vue, on a assisté à un véritable tour de magie de la part des responsables du casting. Certaines ellipses ont pu être jugées trop brutales par une partie du public, mais de mon point de vue toujours, cette saison a accompli une véritable performance en posant tous les éléments de la danse des dragons sans jamais perdre en intensité ni en intérêt. Évidemment, je dois aussi revenir rapidement sur des éléments certes essentiels et pourtant loin d'être évidents, notamment l'ambiance visuelle et musicale qui devait nous ramener à Westeros, tout en jouant sur les 170 ans et plus qui séparent cette histoire de celle de Game of Thrones. Dans l'ensemble, le résultat est encore une fois une brillante réussite, notamment sur les costumes, les décors, les compositions de Ramin Djawadi. Là où la série a manqué d'ambition à mon sens, c'est en reprenant le thème musical de la série mère. J'ai parfaitement compris l'idée, celle de poser cette référence comme la marque d'un univers partagé pour cette série et tous les spin-offs à venir, mais je reste persuadé qu'on nous a privé d'une nouvelle masterclass de la part du compositeur. Il restera à la série à prouver qu'elle peut se hisser à la hauteur de Game of Thrones pour ses meilleures scènes d'action et notamment de bataille, mais pour ça il faudra attendre la saison 2 pour en avoir le cœur net. Le succès populaire rencontré par la série était loin d'être gagné avec les réticences laissées par la dernière saison de Game of Thrones, mais le pari a été remporté haut la main. Sur House of the Dragon, il me semble pertinent de souligner que l'auteur lui-même, J.R.R. Martin, a adoubé en quelque sorte la série. Il n'a pas travaillé directement au script, mais il restait disponible pour répondre aux questions de Ryan Condal, le showrunner, et il a beaucoup apprécié le résultat au point de préférer le Viserys campé à l'écran par Paddy Considine à la version du roi qu'on trouve dans son texte, ce en quoi il a parfaitement raison. À titre personnel, je n'hésite pas à dire que pour l'instant, mon expérience de spectateur est meilleure que celle de lecteur. Dit autrement, je préfère la série au livre Feu et Sang, mais je sais que d'autres ont des avis divergents et je vous invite à vous faire votre propre opinion en lisant ou en écoutant le livre. J'en viens maintenant à la série Les Anneaux de Pouvoir qui a tenté quelque chose de très différent et d'une certaine manière de bien plus difficile encore à accomplir que House of the Dragon. Attention, soyez attentifs ici car je ne suis pas encore dans le jugement de valeur entre ces deux séries, mais je continue de m'interroger quant à leur processus d'adaptation. Lorsque les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit ont été mis en vente pour la télévision, différents acquéreurs potentiels se sont présentés, et notamment Netflix, HBO et Prime Video. Le projet d'adaptation a donc débuté dès l'étape de compétition pour l'obtention de ces droits, puisque le Tolkien Estate, qui gère ces droits, a étudié les propositions des différents géants volontaires. Patrick McKay et John D. Payne ont abordé Prime Video avec ce projet un peu fou de revisiter le Deuxième Âge en s'appuyant sur toutes les références disponibles dans Le Seigneur des Anneaux, notamment dans ses appendices. À partir du peu d'informations qu'on a à ce sujet, Netflix aurait proposé des séries centrées sur le passé des grands protagonistes du Seigneur des Anneaux, tels que Gandalf ou Aragorn, tandis que HBO aurait envisagé une nouvelle version de la Guerre de l'Anneau. La prise de risque et l'originalité du projet de Prime Video l'ont emporté alors que leur mise en dollars n'arrivait pas en première position, d'après ce qu'on peut lire une fois de plus. Face à une tâche aussi monumentale, on pourrait sortir une liste interminable de défis d'adaptation, mais j'ai tendance à penser que les principaux portent sur la chronologie, l'ampleur géographique, la nécessité de personnages originaux ou encore l'héritage culturel laissé par les trilogies de Peter Jackson. On pourrait aussi évoquer le niveau d'anticipation immense d'une communauté de fans qui n'existe pas en réalité, tellement elle est éclatée dans sa perception de l'œuvre comme dans ses attentes. L'équipe de scénaristes réunie pour Les Anneaux de Pouvoir, 3 hommes et 4 femmes chevronnés qui ont travaillé sur certaines séries très abouties, ont d'abord dû faire face à la question écrasante d'une chronologie gigantesque. Alors ici je parle déjà des scénaristes, mais il est sans doute vrai que ce point a surtout été traité par les deux showrunners, McKay et Payne, qui ont établi le plan initial pour les 5 saisons prévues pour la série. Et c'est justement cette capacité à se projeter sur 5 saisons avec un pitch très fourni qui a au moins en partie
expliquer la victoire de Prime Video dans ses enchères aux droits mis en vente. Le deuxième âge, c'est 3440 années dans les livres de Tolkien, plusieurs approches étaient donc possibles. La première consistait à ne s'attacher qu'aux personnages elfes et à couvrir la période avec d'énormes sauts dans le temps correspondant aux périodes de calme, soit encore se concentrer uniquement sur la toute fin du deuxième âge et notamment rater la création des anneaux de pouvoir qui survient environ au milieu de ce deuxième âge, soit enfin le chemin qu'a voulu prendre la série. À bien des égards, cet aspect du processus d'adaptation explique combien la tâche était plus ardue pour les anneaux de pouvoir que pour House of the Dragon. Le choix qu'a fait la série, c'est celui de la compression de la chronologie, et il a donc été retenu, validé par le Tolkien Estate. Il poursuit le double objectif de traiter des principaux événements du deuxième âge dans son ensemble, tout en donnant plusieurs saisons aux personnages non immortels afin de suivre des arcs de développement intéressants pour eux. Et il me semble que penser qu'une seule saison aurait pu suffire pour permettre de couvrir la vie entière d'Elendil, d'Isildur, d'Anarion par exemple, me semble totalement illusoire, surtout avec l'idée de leur construire une progression dramatique digne d'intérêt et en gardant aussi en tête que la saison en question aurait aussi dû couvrir tous les autres personnages. Et au passage, je le précise si vous l'ignorez encore, oui, on retrouvera évidemment Anarion dans les saisons à venir, même s'il n'a pas été introduit physiquement dans la première saison. Sans compression de chronologie, impossible de suivre même les nains sur bien longtemps puisque leur espérance de vie de 300 ans ne représente que le 11e de la durée du deuxième âge. C'est sans doute le moment d'évoquer un choix d'adaptation qui relève au moins autant des studios que des showrunners, à savoir le nombre d'épisodes et leur durée. Typiquement, les 10 épisodes de House of the Dragon semblent plus adaptés aux ambitions de la série que les 8 des Anneaux de Pouvoir, même si leur durée moyenne était légèrement supérieure. Au-delà de la question délicate de la chronologie, les Anneaux de Pouvoir doivent embrasser un territoire immense et la représentation de 4 voire 5 cultures différentes au minimum. En effet, impensable de proposer une série consacrée au deuxième âge sans visiter le Lindon, les Régions des elfes, avec la Lothlórien à venir, mais aussi Khazad-dûm bien sûr pour les nains, Númenor pour les Edain, et au moins d'autres humains, voire les ancêtres des Hobbits, comme la série a décidé de le faire. Pour couvrir une telle diversité de personnages et de lieux sans générer de frustration, 12 épisodes auraient sans doute été plus avisés que 8. Personnellement, comme vous le savez, j'ai apprécié la série dans l'ensemble, mais j'ai trouvé dommage qu'on passe si peu de temps avec Gil-galad, Celebrimbor notamment, ou encore que les humains de Tir Arad se limitent visuellement à un village. Pour House of the Dragon, il serait exagéré de parler d'unité de temps et de lieu, mais l'ensemble était quand même nettement plus resserré en comparaison, encore une fois, aussi bien dans le temps que dans l'espace ou les cultures représentées. Après la chronologie et l'ampleur géographique vient le prochain enjeu d'adaptation des Anneaux de Pouvoir, la création de personnages originaux. Certains vous diront qu'il était inutile et stupide d'inventer des personnages pour la série, mais le moindre examen sérieux de cette question ne laisse aucune chance à cet argument foireux. La série doit pouvoir proposer des personnages dont le destin est inconnu, peupler cette terre du milieu et préparer des destins marquants en dehors des grands noms. On a besoin de la tragédie dans la perte de certains personnages, on a besoin de ceux qui deviendront les Nazgûl, on a besoin tout simplement de donner de l'épaisseur à ceux qui ne peuvent pas être que les figurants de l'histoire de quelques héros établis. De ce côté, on a, de mon point de vue toujours, des réussites dans la série comme Alandir ou Adar, des personnages en devenir qui doivent encore démontrer leur potentiel véritable, comme Bronwyn ou Eärlien, et on a aussi Sio, qui peine à convaincre, sans savoir exactement ce qu'il faut mettre sur le dos de l'écriture de ce personnage, de la direction d'acteur ou encore de l'interprète lui-même. Les Anneaux de Pouvoir ont créé des intrigues à partir de différents écrits de Tolkien et en imaginant des histoires possibles, là où demeurait l'incertitude. Pour ne prendre qu'un exemple, le destin de Sauron est largement méconnu entre la fin du premier âge et le début du deuxième. La série a décidé de choisir Galadriel, un personnage connu et décrit plusieurs fois par Tolkien comme la plus puissante des elfes encore en Terre du Milieu à cette époque. Et si Galadriel a été choisie, c'est aussi bien sûr du fait de l'héritage culturel laissé par Peter Jackson et de l'impact énorme de sa première trilogie notamment, parce que le Hobbit, moins. Là où House of the Dragon pouvait s'appuyer assez tranquillement sur l'ambiance visuelle et musicale de Game of Thrones, qui appartient à HBO bien sûr, il en va tout autrement pour The Rings of Power, puisque Prime Video
ne détient pas les droits sur les films de Peter Jackson. Et de ce point de vue, la série a mené un véritable travail d'équilibriste entre référence à l'esthétique établie de la Terre du Milieu par les deux trilogies et création de son propre référentiel. Dans l'ensemble, et à l'exception peut-être de quelques coiffures d'elfes qui font débat dans les cercles autorisés des modes capillaires au fil des millénaires, la série s'en est admirablement bien sortie. Musicalement, si la bande originale d'Howard Shore est quasiment indépassable pour les films de Jackson, celle que Bear McCreary a composée relève pour moi d'un classique instantané qui pourra durablement marquer les esprits au fil des saisons à venir. Pour House of the Dragon, la fin très décriée de Game of Thrones représentait autant un piège qu'une opportunité. D'un côté, certains fans se disaient dégoûtés par l'univers, pas terrible donc pour les inviter à y revenir, mais de l'autre, la série pouvait tenter de redresser la barre et de revenir à une qualité de narration digne des 4 premières saisons de la série mère. En revanche, pour les Anneaux de Pouvoir, la comparaison se ferait directement avec la trilogie qui est potentiellement la plus aimée de toute l'histoire du cinéma populaire. C'est chaud. En se frottant à la Terre du Milieu et donc au monde persistant le plus abouti de l'histoire humaine, sans doute, les créateurs de la série savaient qu'ils devaient à la fois parler aux néophytes n'ayant parfois même pas vu les films, aussi bien qu'à des connaisseurs capables de citer par cœur les chansons de Tom Bombadil ou de passer du Sindarin au Quenya dans la même phrase. Au final, malgré tous les obstacles et quel que soit le résultat obtenu, la barrière la plus dure résidera toujours dans l'accueil réservé à l'adaptation par la multitude de ceux qui connaissent l'œuvre de près ou de loin et dont certains étaient déjà prêts à partir en guerre avant la moindre image de la série. Malheureusement, je pense que je pourrais vous parler longuement des discours qui ont été tenus sur les Anneaux de Pouvoir, mais il faudrait y consacrer une vidéo entière, tant il y a de variations dans sa réception. Disons que, pour le moins, il fallait être assez courageux pour se lancer dans ce projet en connaissant le niveau d'exagération dont sont capables certains sur Internet, et notamment les réseaux sociaux. Je pense qu'une majorité silencieuse semble avoir apprécié la série, à différents degrés bien sûr, mais une minorité qui reste assez nombreuse, et surtout nettement plus bruyante pour certains, l'a rejetée plus ou moins massivement, et parfois avec une haine simplement consternante de bêtises. Et maintenant j'en viens enfin à la comparaison directe dans ce que ces 2 premières saisons ont réussi ou échoué à faire. En termes de pure qualité d'écriture, je pense que House of the Dragon est plus abouti. Je dois toutefois souligner de nouveau que, de mon point de vue, la tâche, même si elle n'avait rien de facile, restait quand même nettement moins ardue que pour les Anneaux de Pouvoir. Clairement, le travail d'adaptation est bien plus classique pour House of the Dragon et la distance de la page à l'écran bien plus courte et directe. Ce que les Anneaux de Pouvoir a tenté, c'est de se saisir des thématiques essentielles de l'esprit de Tolkien pour les insuffler dans une histoire originale s'appuyant sur de nombreux éléments canons. L'exercice est périlleux et l'édifice potentiellement plus fragile, mais avant d'en juger, il faudra, je pense, avoir vu les saisons à venir. En termes de pure technique de narration, l'avantage de la maîtrise du rythme des épisodes et de leur progression narrative va encore à House of the Dragon. Je pense que les 10 épisodes ont été profitables et que sur les 8 des Anneaux de Pouvoir, certains ont trop pris leur temps en laissant trop peu pour un final fort mais presque frénétique. Du côté des personnages maintenant, je crois qu'on atteint les limites de l'exercice de comparaison. En effet, il serait simpliste de juger que ceux de House of the Dragon sont plus complexes. Non, ils sont simplement écrits dans cet objectif constant d'une moralité grise qui va venir puiser dans les turpitudes de l'âme humaine. De ce point de vue, la high fantasy des Anneaux de Pouvoir s'exprime différemment par définition. Pourtant, l'évolution de Galadriel, l'amitié d'Elrond et de Durin, ou encore le personnage de Hadar, offrent de vrais beaux moments pour ceux qui savent les voir. La thématique essentielle de l'espoir en tant que Estel, la foi en une lumière supérieure, a été traitée de façon riche dans les Anneaux de Pouvoir, même si par ailleurs, le trait était sans doute trop forcé sur l'entêtement de Galadriel durant une bonne moitié de la saison. Visuellement, les 2 séries sont très abouties bien sûr, mais l'avantage va, je crois, aux Anneaux de Pouvoir qui a remporté ce défi d'adaptation avec une maestria souvent époustouflante, à 1 ou 2 erreurs de réalisation et de coiffure près. C'était un sans faute. J'ai pris chacune de ces adaptations pour ce qu'elles étaient et j'ai passé un excellent moment en les suivant l'une et l'autre,
même si les Anneaux de pouvoir a pu parfois générer un peu plus de frustration. En fonction des choix qui seront faits pour la saison 2, j'ai l'impression que cette série pourrait commencer à plus pleinement exploiter un potentiel que je pense supérieur à celui de House of the Dragon, même si on entre là dans quelque chose de très subjectif, bien sûr. En effet, House of the Dragon a géré magnifiquement sa saison introductive et on sait que les moments les plus impressionnants du récit restent à venir, notamment pour celles et ceux qui se plaignaient peut-être du manque d'action, quoi qu'on mette derrière ce terme un peu fourre-tout. La grande force des Anneaux de pouvoir réside aussi et surtout pour moi dans la richesse incroyable du lore, comme on aime à le dire en anglais, ce monde sans fin et en perpétuelle construction que J.R.R. Tolkien et son fils n'ont jamais cessé de réimaginer et de découvrir. On sait déjà que dans les mois à venir, on aura Willow fin novembre je crois, et la saison 2 de La Roue du Temps, une série qui elle aussi pourrait se révéler pleinement suite à une première saison en demi-teinte. La fantasy est mon genre favori et je suis ravi de voir que les projets, pourtant coûteux et difficiles, se multiplient. Et comme le répétait récemment J.R.R. Martin sur son blog, alors que je le disais déjà dans mon bouquin il y a quelques temps, pourvu qu'on nous sorte un de ces jours une adaptation digne de ce nom de la saga des Princes d'Ambre, une adaptation à la hauteur des livres, et je vous promets qu'alors on aura une masterclass sur les bras. Je vous rappelle que le code pour votre essai gratuit de 45 jours de l'application Nextory vous attend en description de la vidéo. Merci à toutes et à tous. Je vous dis à très vite et dès demain pour une vidéo consacrée à The Peripheral, une série de SF, anticipation, transhumanisme, cyberpunk, derrière laquelle on trouve notamment les producteurs exécutifs créateurs de Westworld. Et c'est pas mal du tout. Donc à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!